l'évêque Franck, monsieur le conseiller, directeur d'établissement, les fidèles amis de Montmédy, qui sont encore avec nous aujourd'hui, directeur d'établissement, les autorités locales, et tous ceux qui concourent à cette manifestation. Merci. Cette cérémonie, où l'on se retrouve par une commune fidélité à de grands souvenirs, se perpétue heureusement pour raviver une flamme dans nos cœurs qui vaut tout autre flambeau symbolique. Alors que nous écartons d'une façon formelle toute pensée de haine et de mépris pour d'autres corps qui nous entourent, corps que nous entendons dignement respecter. Parmi nous, messieurs, il y a toujours deux présences dont nous devons être particulièrement honorés. Celle à laquelle nous ne nous attendions pas du tout, le général Leclerc, celle de M. Julien Goutier, ex-sergent du 103e à la bataille du 22 août 1914. M. Goutier nous dira dans quelques instants suite à quelles circonstances il accomplit ici même un pieux pèlerinage sur les lieux d'un exploit que nous avons longtemps ignoré. Mon premier réflexe fut de m'effacer, mon cher Goutier. Sans fausse modestie, je me suis décidé à prendre encore la parole que pour mieux encadrer le récit de celui que je considère comme un grand ami. Dans la bataille des frontières d'août 1914, qu'il s'agisse de la bataille des Ardennes ou de la bataille de Longwy, les trois combats de Rossignol, Virton et sont des plus significatifs et ont fait l'objet d'études restaurées de la part des plus grands stratèges et tacticiens. D'un côté comme de l'autre, il s'agit de trois rencontres dont chaque partenaire dans son mouvement offensif était incertain, mais dont les avantages de la surprise, considérablement augmentés du fait d'un brouillard matinal présent, furent en faveur de l'ennemi. Le front prise qui avait attaqué Longwy le 21 août et qui voulait percer en direction du sud-ouest pour disloquer la 3e armée française avant qu'elle ne se replie sous Verdun, obtenait sur son flanc droit le soutien du 6e corps d'extrême gauche de la 4e armée du duc de Wurtemberg. La division de ce 6e corps, Charles de Beaulieu, allait causer le désastre de Rossignol. L'autre, von Weber, marcherait en flèche sur Pintigny et Bellefontaine pour en isoler finalement les derniers défenseurs qui luttèrent héroïquement jusqu'au bout. À Virton, l'inverse se produisit. Une division du 2e corps d'extrême droite de la 4e armée l'Angle de Carrick, soutint la 8e division du 4e corps d'armée général Boel, corps d'extrême gauche de la 3e armée française général Ruffet, tandis que la 14e brigade général Félineau de la 7e division de ce 4e corps luttait désespérément à eux en bloquant l'attaque de la 10e division allemande du 5e corps von Schramm, contrebattue énergiquement et heureusement par l'artillerie de corps que le général Boel avait gardé à sa disposition pour réagir opportunément sur le front de ces deux divisions. Le fait capital qui se dégage de la relation de ces trois terribles journées, Rossignol et Virton, est la manœuvre identique de la part de l'adversaire dès le début de l'action. En ce qui concerne le 6e corps à Rossignol, Charles de Beaulieu déploie immédiatement toute sa division pour encercler la colonne française qui a pénétré dans la forêt. Tandis que von Weber
débouchant d'Orsainfort, fonce sans hésitation sur Cantigny et Bellefontaine, prenant de flanc toutes les troupes échelonnées de Brevannes à Rossignol, et notamment de l'artillerie, qui ne put prendre efficacement position. À Haye, toute la 10e division du 5e corps allemand, général von Koch, est en place lorsque la 14e brigade, 103 et 104 régiments d'infanterie de la 7e division française est à peine déployée. Son 47e régiment est à l'est. Il débordera par la lisière de la Clairaut et le Bois-le-Fort. Son 46e tiendra sur Belmont par le ravin du Chou, alors que le 50e a abordé le village par le nord en sortant des bois. Comme réserve, il y aura le 6e grenadier. À Virton, faut-il leur répéter, alors qu'on ne croyait encore qu'à des rencontres de patrouille, la 9e division allemande du 5e corps est en mesure de conquérir le plateau de Bellevue et de pénétrer dans Virton dès 7 heures du matin. Son 58e régiment a attaqué rebellement avec un groupe d'artillerie. Le 7e grenadier, Princesse Quart de Prusse, coupe la route d'Étal par le travers après avoir donné l'assaut à la ferme Servet. Le 154 l'épaule sur sa gauche et le 19e attend d'être déployé. Sans la décision opportune du général Borel, venu en personne sur le terrain jusqu'aux dernières maisons, je dois le dire, que j'ai vu personnellement le général Borel se déplacer, monter la côte de la Chamberlaine et venir à la dernière maison derrière un mur, conférer avec son divisionnaire le général de l'Artille. Sans les dispositions qu'il prenait immédiatement, Victor avait connaître un véritable désastre. Le soir de ce 22 août, comme si les hécatombes de la journée ne suffisaient pas encore pour parler de sacrifice sanglant, il y eut ici même cette ultime cas héroïque des survivants du 117, du 91e et du 87e, ces derniers, les 2e corps, sans qu'on sût jamais qui aurait donné l'ordre à la Clairaut de la sonner. Dans l'obscurité qui tombait, on partit en avant tête baissée. Le colonel Julien du 117, qui ne pouvait enrayer le mouvement, partit lui aussi, le sabre à la main avec le drapeau, alors que retentissait la Marseillaise. Et l'on dut s'arrêter au-delà des premières tranchées allemandes pleines de cadavres pour se terrer à nouveau parmi les morts jusqu'à une heure fatale. Il était environ 2 heures du matin, le 23 août 1914, quand les derniers combattants d'Ali reçurent l'ordre de se replier définitivement, les uns sur Argentoul, les autres sur Sant'Anna. Après cette journée, 830, il restait un faible bataillon. Le 124 avait perdu 3 chefs de bataillon, 770 hommes et presque tous ses officiers. Au 115, le bataillon Coquerel était réduit à 2 compagnies. Son commandant était mort. Le 117 avait perdu un chef de bataillon, 725 officiers et soldats. Du côté allemand, les pertes ont été révélées que trop tard et d'une façon partielle. D'après von Muschlus, le 7e grenadier et le 154e de ligne auraient perdu 40 officiers et 7 compagnies. Le rideau tombait enfin sur l'acte final de cette tragédie. On ne verrait plus au ciel que la réverbération de la lueur des incendies de nos villages. Et l'on n'entendrait plus que les râles des mourants, entrecoupés de l'appel désespéré des derniers blessés. Lise, en sortant de ce cimetière, où rien ne devrait plus troubler la paix profonde que le temps y a tissé au cours des jours révolus. Et s'il fut beau de se battre en 1914-1918, les mains pures et le cœur innocent, et d'essayer de faire avec sa vie une sorte de justice internationale, combattant la conception d'un réalisme politique lourdement appuyé sur la force et l'intérêt, il est plus que jamais nécessaire de se rappeler ce principe français
publiés dès les premiers mois de la guerre et qui ont soulevé des controverses aiguës, mais la position toute spéciale prise par leur auteur en face du conflit qui venait d'éclater. On fait la guerre à un État, on ne fait pas la guerre à un peuple. Champion de la culture et de la civilisation, de la race germanique et de la latinité, ennemis, amis, regardons-nous dans les yeux. Mon frère nous occupera un cœur semblable, les mêmes souffrances, les mêmes espérances, le même égoïsme aussi, ce pouvoir de rêve qui refait constamment sur quoi il va régner. Vois-tu pas que tu es moi, disait le vieil Hugo à l'un de ses ennemis. Efforçons-nous d'être des hommes qui, par-delà les intérêts égoïstes des nations éphémères, ne perdent pas de vue ceux de la civilisation tout entière, cette civilisation que chaque race identifie cruellement avec la sienne pour détruire celle des autres. Quelque temps avant de perdre la vie dans un stupide accident comme après, Émile Zoharani publiait à Paris en 1916 ce dernier poème désigné à Maurice Maeterlinck, Les ailes rouges de la guerre. Ce grand poète national lui rejoignait en pensée Romain Rolland, à qui je viens discrètement de faire allusion. L'humanité a soif d'une équité profonde. L'angoisse du massacre est criante en son sein. Elle veut que d'après un plus tendre dessein, on sculpte d'autres traits au visage du monde. Et il y a, pour terminer le livre, il y a ces 4 derniers vers où revient l'éternelle espérance du passeur d'eau qui garda un rameau vert entre les dents. Ô peuple de héros, par la mort transformé, vous nous conseillerez ce qu'il nous faudra faire, puisqu'au fond de la tombe et de la nuit sous terre, vous êtes la clarté de l'autre regard. Monsieur le ministre, chers amis belges, anciens combattants de 1914, permettez-moi de saluer avec respect et émotion les hautes personnalités ici présentes, ainsi que tous ceux qui ont bien voulu les accompagner au cimetière de Virton-Bellevue. Vous êtes venus en ces lieux pour commémorer en ce 60e anniversaire le souvenir de tous ceux qui sont tombés le 22 août 1914 pour la Belgique et pour la France, ces 2 sœurs qui combattaient pour la même cause et le même but, sauver leur liberté et leur indépendance. Vous venez d'entendre M. Renaud, qui avec son talent habituel et sa grande compétence d'historien vous a rappelé en termes émouvants cette rude bataille de Virton et ce qu'elle a coûté à l'armée française. Je suis certain d'être votre interprète en remerciant chaleureusement M. Renaud de son récit si vrai, si conforme à la réalité et de la reconnaissance qu'il a bien voulu témoigner à ceux qui reposent ici sur le plateau de Bellevue où ils ont combattu.
en cette solennelle manifestation, j'éprouve une très grande satisfaction d'être parmi vous, amis fidèles, qui de génération en génération gardez le culte du souvenir. Je suis ému aussi, car avec les ans, je réalise que je reste un des rares survivants, avec mon camarade ici présent, à avoir combattu le 22 août à Aeth dans les bois de Lacléro et le 24 août à l'oreille des bois de Robelmont, en attaquant par surprise une batterie allemande du 41e régiment d'artillerie, alors que nous étions une soixantaine d'hommes sous les ordres du lieutenant Mérine du 103e Mairie, errant dans les bois, sans cap, sans ravitaillement, pendant 2 jours et 2 nuits, avec le vain espoir de regagner les lignes françaises. Mais cette percée réussie, nous avons dû gravir à découvert le mamelon qui nous cachait le village de Robelmont. Et nous avons subi, sans riposte possible, un feu nourri de l'artillerie et de l'infanterie ennemie. Une femme très âgée de Robelmont, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, se souvient fort bien de cette escarmouche rapide mais brutale. Le lieutenant Mérine fut tué à mes côtés. Il repose ici même dans ce cimetière. Quant à moi, ma capote, mon képi, criblé de balles, une seule devait me traverser la cuisse. J'ai pu cependant atteindre le village de Robelmont, où les premiers soins me furent donnés dans une ambulance allemande de campagne. Mais dès le 25 août, nous étions transportés à Virton, et là, j'ai eu l'affreuse vision du champ de bataille. D'abord à la ferme de Bellevue, puis sur la route de Virton. Quelle hécatombe, quel spectacle. Conduit au gymnasium de Virton, j'ai reçu les soins et le réconfort moral d'une infirmière bénévole, mademoiselle Lucie Cussac, décédée prématurément. Dans mon lit d'hôpital, j'ai écrit une longue lettre à mes parents. Lettre qui était à la fois un compte rendu de ma très courte campagne et aussi une sorte de testament. Dans cette lettre, confiée à mon infirmière, mademoiselle Cussac, cette lettre fut expédiée à Paris, à mes parents, dès la fin de 1918, et renvoyée à Virton, le nom de ma famille étant mal orthographié. Cette lettre, passée de main en main, est tombée par hasard un jour de 1970 entre les mains d'un Virtonais, M. Roger Guérard, qui en la lisant a cru que j'étais mort. Et il n'a eu cesse de retrouver ma sépulture dans tous les cimetières de la région. En vain et pourtant. Il devait cependant retrouver ma trace par le président de l'amicale des anciens du 103e Mairie, à la suite d'un appel inséré dans le bulletin de cette amicale. Et c'est en définitive 56 ans
après l'avoir écrite, que j'ai été mis en possession de cette lettre de fin septembre 1914. 56. Les parents étaient morts. Vous pensez qu'envers M. Roger Guérard, j'ai une dette de reconnaissance qui ne pourra s'éteindre qu'à notre mort. Il le sait bien. Et je n'ai pas besoin de vous dire que nous entretenons chaque année une correspondance suivie. Quant à ma lettre, je l'ai remise à M. Pousse, le distingué conservateur de Virteau, et elle a été déposée comme souvenir de guerre au musée de la Tour. Et j'ai pu la revoir hier. Voilà une anecdote assez originale que je tenais à vous conter dans le seul but de vous faire mieux comprendre le bonheur et l'émotion que je ressens de me trouver parmi vous en ce 60e anniversaire et peut-être le dernier. Les années, en effet, s'accumulent sur mes épaules. Et je sais bien que la vie n'est pas éternelle. Mais je tiens à vous dire que jusqu'au bout de mon existence, et tant que je conserverai un esprit lucide, je penserai à la Belgique. Et plus particulièrement à vous, chers amis du pays donné. Vous qui avez su, après tant d'années passées, conserver le souvenir de nos morts et accueillir avec la même chaleur ceux que la guerre a épargnés. Au nom de tous ces morts et de ceux qui vivent encore, je tiens à vous dire du fond du cœur, merci, un très grand merci. Vive la Belgique, vive la France. Apprenons la mort de Roland Bordelais. Le jeudi 22 mars, de nombreux amis, parmi lesquels Maurice Genevois, Maurice Druon, Jean-Jacques Gaultier et bien des académiciens, lui rendaient un dernier hommage en l'église Saint-Pierre de Montmartre. Aucun discours, quelques simples mots d'adieu de la part du curé de Saint-Pierre, un dernier au revoir d'anciens combattants
groupés autour du drapeau du 39e régiment d'infanterie, une vieille dame alimentancière, alors que le cercueil, orné d'une simple croix de bois, s'acheminait lentement vers le cimetière Saint-Vincent. Ce serait tout, comme pour tant d'autres, si les croix de bois n'étaient là pour assurer la pérennité du souvenir pour nous-mêmes et pour ceux de 14-18. Expression chère à Maurice Genevois, depuis le plus obscur combattant qu'il évoque dans son livre, jusqu'à de chers amis écrivains comme lui, dont il voulait honorer la mémoire et rappeler le sacrifice dans un de ces derniers lieux d'horizon. Oui, les croix de bois, ces croix que l'on plantait au front sur furtivement l'ennemi, sur une force à peine comblée, en cela cette fois-ci durant une accalmie, et celles que nous avons plantées nous-mêmes sur ce plateau de Bellevue après le 22 et 23 août 1914. Toute cette ombre disséminée dans cette belle campagne, et qui